Salut à tous les amis, juste une petite annonce très rapide, dans la description de cette vidéo se trouve le lien du serveur Discord où vous pouvez venir nous rejoindre pour discuter avec les autres membres de la communauté. Il y a des salons avec plusieurs thématiques, par exemple les galères qui vous sont arrivées, ou bien les événements paranormaux, ou même un salon général où vous pouvez venir parler de tout et de rien. Donc n'hésitez pas, c'est en description, allez le rejoindre et en plus de ça, vous serez prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, dès qu'il y aura un live Twitch, etc. Donc n'hésitez pas, tout ceci est disponible et on peut débuter. Au Canada, dans la province de l'Ontario, se trouve une petite ville paisible, Oshawa, bordant le lac Ontario et tout proche de la frontière américaine. Cette commune, dont l'industrie automobile fut longtemps la principale économie, offre tout de même de nombreuses activités, notamment grâce à la présence du lac. Le lundi 11 septembre 2017, d'ailleurs, un grand-père et son petit-fils décident de profiter du réservoir naturel à poissons pour pêcher quelques prises. Ils passent par la plage qui attire principalement ceux venus se prélasser lors des beaux jours, les touristes et tous ceux suffisamment courageux pour entrer dans l'eau fraîche du lac. Mais ce n'est pas la destination du grand-père et du petit-fils qui souhaitent atteindre la jetée où il y a bien plus de chances de remonter de la poiscaille. C'est en parcourant le ponton qui surplombe cette jetée que le grand-père distingue quelque chose de curieux en contrebas. Il ne parvient pas immédiatement à comprendre de quoi il s'agit et doit se concentrer sur l'étrange objet. Il a du mal à y croire, parce que ce genre de choses n'arrive que dans les films normalement. Mais il a en face de lui un torse humain. Horrifié, il écarte son petit-fils de cette macabre découverte, tout en saisissant son téléphone afin de signaler cette terrible trouvaille. Les autorités, compte tenu de la nature populaire du lieu, débarquent rapidement en bouclant le périmètre instantanément. Les enquêteurs, ainsi que les équipes scientifiques, sans surprise, confirment qu'il s'agit bel et bien d'un torse humain féminin. La zone est passée au crible une semaine durant, afin de mettre la main sur le moindre indice permettant de comprendre comment une partie de corps a pu atterrir à un tel endroit. En analysant le lac, notamment les mouvements de l'eau, il est conclu que le torse a bien été déposé dans cette zone directement et n'a pas dérivé pour se coincer au milieu de la jetée. Autrement dit, une personne transportant le morceau d'un cadavre est venue volontairement sur la jetée pour s'en débarrasser. Hormis ceci, il n'y a pas d'autres éléments exploitables sur la plage ou dans les alentours. Une attention particulière est donc portée sur le torse lui-même dans une tentative d'identification. Malheureusement, aucun tatouage, aucune cicatrice, ni rien d'autre de distinctif ne peut être utilisé dans la recherche de l'identité de cette dépouille. Si la piste de l'homicide est immédiatement envisagée et considérée comme la seule hypothèse, c'est parce qu'il est clair que les bras ainsi que les jambes ont été ôtés de manière méticuleuse. La découpe des membres suggère que la personne l'ayant réalisée semble avoir une certaine expérience en la matière. Il pourrait donc s'agir d'un individu proche du milieu médical, un chasseur ou bien même un boucher. En tout cas, quelqu'un connaissant suffisamment les insertions des membres permettant justement d'ôter ces parties du corps. Finalement, grâce à une estimation de la taille et du poids de cette personne, il est déterminé que ce tronc appartient à une femme dont l'âge oscille entre 16 et 24 ans. La police peut recouper ces informations avec les signalements des personnes disparues de la région. L'âge, la taille et le poids faisant office de filtre, il est possible pour les enquêteurs de se concentrer sur un échantillon de quelques personnes seulement et procéder à des tests ADN auprès des familles dans le cadre de cette identification. Après 2 mois de recherche, celles-ci finissent par porter leurs fruits. Le morceau de corps humain découvert sur la jetée du lac Ontario appartient à une femme nommée Rory Haché, âgée d'à peine 18 ans. Rory était originaire d'Oshawa où elle vivait en plein centre-ville. Il est vrai que la vie de cette jeune femme fut mouvementée. Lorsqu'elle vient au monde, la fillette est gâtée. Elle ne manque de rien, simplement son père mouille dans l'environnement des bikers, finissant par créer un gang, celui des Satan's Choice, qui peut s'apparenter en presque tout point à celui des fameux Hells Angels. D'ailleurs, la relation entre la mère de Rory, Shannon,
et son père se dégrade au gré du temps si bien qu'une séparation définitive intervient, la jeune fille étant confiée à sa mère. Seulement, pour subvenir aux besoins de leur foyer, Shannan doit consacrer énormément d'heures à son emploi dans la restauration, seul moyen de tenir un équilibre financier. Durant son adolescence, Rory est livrée à elle-même alors qu'elle n'a que 14 ans, sa mère pouvant enchaîner jusqu'à 12 heures de travail par jour. L'adolescente est pourtant déjà bien mature, elle s'accommode de la situation et la vie suit son cours. Son entrée au lycée marque aussi un changement d'attitude lié à de mauvaises fréquentations qui la dévient du droit chemin, dans lequel elle avait réussi à se maintenir malgré l'absence de cocon familial. La drogue entre dans le quotidien de Rory, rendant sa vie de plus en plus compliquée. Elle finit par réussir à obtenir un appartement grâce à l'aide d'un centre pour personnes en difficulté où la jeune femme se rend régulièrement. À l'été 2017, un événement va changer la donne. Rory, qui a désormais un petit ami nommé Tony, sent qu'elle doit faire un test de grossesse parce qu'elle suppose qu'elle est enceinte. Elle s'exécute, attend patiemment les résultats qui confirment ce qu'elle pensait. C'est une très belle nouvelle pour elle, mais elle prend aussi conscience que son mode de vie actuel ne permettra pas d'élever un enfant dans de bonnes conditions, et son propre vécu en est la preuve. Elle peut compter sur le soutien de son petit ami qui, visiblement, est une bonne personne, bien que sortir d'une addiction n'est jamais une mince affaire. À la fin de l'été, les bénévoles du centre d'aide où se rendait régulièrement Rory n'ont plus de nouvelles de la jeune femme. Ils contactent alors sa famille pour signaler cette attitude inhabituelle. Mais la tante de Rory affirme avoir passé du temps avec elle le 29 août 2017, alors pas d'inquiétude pour le moment. Cependant, 3 jours plus tard, le 31 août, il n'y a toujours aucun signe de vie de Rory. La mère signale sa disparition à la police. Le 24 décembre 2017, la famille Wood emménage au rez-de-chaussée d'une maison partagée située au 19 Macmillan Drive à Oshawa. À leur arrivée, ils sont accueillis par leurs voisins occupant le sous-sol du bâtiment qui leur a préparé quelques gâteaux pour Noël. Le lendemain, le 25 décembre, ce voisin toque à nouveau à la porte pour un motif moins agréable. Il a bouché ses toilettes et demande aux Wood s'ils ont un drain pour déboucher les canalisations. Par chance, ils en ont un qu'ils prêtent à ce voisin devenu agaçant en à peine 2 jours. Seulement, cela ne fonctionne pas. Quelques jours plus tard, la situation empire, avec des canalisations toujours bouchées, mais aussi une odeur répugnante qui s'en échappe. Le 29 décembre, la situation n'est plus tenable. Les canalisations, cette fois-ci de la famille Wood, sont également bouchées. L'initiative est prise de contacter un plombier qui pourra définitivement s'occuper de ce désagrément. Dans la foulée, un homme se présente pour désengorger les tuyaux obstrués. Chez les Wood, il tente de libérer le passage pour l'eau, ce qui, habituellement, n'est qu'une formalité, et dans ce cas, c'est beaucoup plus complexe que d'habitude, puisqu'il apparaît que le bouchon ne provient pas de cet étage, mais de celui du dessous. Le plombier entre dans l'appartement du sous-sol. La première chose qui lui saute aux yeux, c'est le désordre complet. À vrai dire, c'est un véritable taudis. C'est pour cette raison qu'il n'est pas certain que la forte odeur provienne des conduits, dans la mesure où la plus rudimentaire des règles d'hygiène est bafouée. Quoi qu'il en soit, il accède aux toilettes et remarque aussitôt que celles-ci sont démontées, laissant à l'air libre l'évacuation des eaux usées. Il ne pose pas plus de questions, s'étant aperçu de l'agitation et du stress que sa présence avait provoqué auprès du voisin. Il commence son travail avec tous les outils nécessaires. Il pense d'abord avoir affaire à un préservatif usagé. C'est en tout cas ce que, honteusement, le locataire de l'appartement a révélé. Pourtant, il semblerait que cela soit bien plus compliqué à déboucher que s'il n'y avait qu'un simple préservatif. Le plombier force, après 3 ou 4 heures d'acharnement, une sorte de boue noire à la texture filandreuse et à l'odeur immonde remonte. Immédiatement, l'opération de débouchage est suspendue puisqu'à l'évidence, aucun préservatif n'est à l'origine du blocage des canalisations. L'employé dégaine son téléphone pour appeler son patron, en lui décrivant ce qu'il vient de trouver et qui est inhabituel alors même qu'il a déjà pu tout voir avec son expérience professionnelle. L'employeur est direct. Sans aucune idée de ce à quoi il est confronté,
Il doit appeler la police, ce qu'il fait. Il détaille à l'opérateur à l'autre bout du fil que plusieurs kilos de ce qui semble être de la viande obstruent les canalisations du locataire chez qui il se trouve. Après le coup de téléphone passé à l'extérieur pour des mesures de précaution évidentes, il est rejoint par son patron. Il lui montre ce qu'il vient d'extraire des tuyaux qu'il avait recueillis dans un sac plastique. À 19h30, des agents de police se présentent donc au 19 Macmillan Drive pour rencontrer le plombier qui leur montre le contenu du sac et les conduit à l'appartement lié à son étrange découverte. Interloqués, incapables de tirer des conclusions et sans piste, les agents prennent des photos qu'ils envoient à leur supérieur hiérarchique avant d'intervenir. En prenant le temps d'observer en détail ce à quoi ils ont affaire et avec l'avis de leur supérieur, ils tombent d'accord sur le fait que ce qui obstrue les conduits depuis des jours, semble-t-il, est une sorte de viande macérée. Il faut donc faire le clair sur cette histoire. Les deux agents de police demandent le renfort de 4 collègues supplémentaires avant de toquer à la porte de cette personne qui, visiblement, pourrait savoir de quoi il s'agit. Le voisin ouvre la porte. Il lui est demandé de décliner son identité et se présente comme étant Adam Strong, âgé de 45 ans, le locataire de l'appartement. Les policiers tendent le sac rempli de la substance en demandant une justification. La réponse est immédiate. Adam Strong dit presque en rigolant « Ok, c'est bon, vous m'avez eu, c'est un cadavre ». Les agents, surpris, n'ont pas les mots. Ils n'en ont pas besoin parce que l'homme en face continue en indiquant « Si vous voulez le reste du corps, il est dans mon congélateur ». Évidemment, les menottes lui sont passées et l'équipe de police sur place entre dans son domicile afin de vérifier ses dires. Adam Strong est placé en état d'arrestation, conduit au poste de police et interrogé sur la présence d'un cadavre mutilé chez lui. Après quelques mots seulement, les enquêteurs comprennent aussitôt qu'ils ont affaire à un personnage spécial. Malgré la découverte dans son appartement, il tente de faire ami-ami avec les policiers. Il aborde de nombreux sujets comme ses anciennes petites amies, ses occupations et même la religion, ce qui interpelle les agents qui l'interrogent. Il lui demande donc comment se fait-il qu'il soit aussi détendu. Adam Strong répond qu'il est quand même un peu inquiet, parce qu'il n'y a aucun moyen de prouver que ce n'est pas lui qui a découpé ce corps. En réalité, il explique aux policiers que c'est vraiment dommage que la plomberie l'ait trahi parce que sans ça, il n'aurait eu aucun souci. Adam ne se préoccupe que de lui-même et manifestement n'éprouve aucun remords pour ce qu'il a commis. Il va même jusqu'à être exigeant sur le repas qui doit lui être accordé lors de sa garde à vue, poussant l'indécence à un niveau peu commun. Concernant son affaire, il explique aux agents qu'il a pu discuter avec son avocat et qu'il est prêt à leur dévoiler toute la vérité, à condition que son séjour en prison soit plus agréable grâce à l'obtention d'une allocation spéciale, une télévision et un accès à Internet. Il n'est pas tenu compte des exigences farfelues du suspect. Puis, il lui est montré une photo d'une jeune femme, Rory Haché. Lorsque le cliché lui est soumis, la seule réaction de l'homme est de dire qu'il s'agit d'une belle femme. En parallèle, son appartement est fouillé par les unités déployées sur place. Seulement, alors que la fouille avait débuté, il a fallu stopper l'opération après qu'une bombe artisanale fut découverte. Quelques instants plus tard, une détonation se fit entendre dans la rue, une équipe de déminage ayant procédé à l'explosion contrôlée de l'engin. Ceci appuie le fait qu'Adam Strong est clairement un désaxé. Il s'agit de savoir à quel niveau désormais. La fouille de l'appartement donne une indication. Les policiers peuvent enfin accéder au congélateur. Dedans, il y a plusieurs sacs plastiques. Dans l'un d'eux se trouve un raton laveur mort. Dans les autres, ce sont des membres humains, des jambes, des bras, des pieds, mais surtout une tête. Derrière l'une des oreilles, il y a un tatouage. Ce dernier correspond à celui que Rory Haché avait. Il est désormais indéniable que les restes découverts dans ce congélateur soient les siens. La nouvelle est transmise au poste. Il est donc demandé à Adam ce qu'il se trouve dans son congélateur. Et il décide de garder le silence. À ce stade, l'enjeu n'est plus de savoir si Adam Strong est le meurtrier de Rory Haché, mais de construire un dossier suffisamment solide afin de s'assurer que son passage au tribunal ne lui permettra pas d'en ressortir libre grâce à un tour de passe-passe de son avocat.
Il est donc primordial de découvrir ce qui a conduit à ce meurtre et comment les chemins du tueur et de sa jeune victime se sont croisés. Contrairement à ce que pourraient laisser penser les apparences, cela prend du temps. Beaucoup de temps avant de déférer Adam Strong devant un tribunal. Notamment parce que les résultats ADN, un élément capital de l'affaire, sont attendus. Un couteau de chasse avait été retrouvé dans l'appartement. Il aurait pu tout à fait servir lors du meurtre de la jeune femme. Dès lors, si l'ADN de la victime est présente sur cette lame appartenant au suspect, son sort serait scellé. Les résultats reviennent. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'ils vont révéler. Il y a bien de l'ADN sur ce couteau, mais ce n'est pas celui de Rory Haché. Il s'agit de l'empreinte génétique d'une autre jeune femme portée disparue, nommée Candice Fitzpatrick, également âgée de 18 ans lors de sa disparition. En approfondissant, les enquêteurs découvrent que le dernier endroit où Candice fut aperçue vivante pour la dernière fois est le Memorial Park, tout proche du centre-ville d'Oshawa. C'était quasiment 10 ans après la disparition de Rory en 2008. Si cette information est cruciale, c'est parce que le 29 septembre 2017, c'est au même endroit que Rory a été vue vivante. Les deux jeunes femmes ont beaucoup en commun, des problèmes familiaux, une addiction certaine aux substances illicites ainsi qu'une situation financière instable, et bien sûr, le même lieu de disparition. Inéluctablement, la question d'un potentiel tueur en série se pose. Les policiers suspectent fortement Adam Strong d'être le meurtrier des deux victimes. Mais s'il y en a eu deux en 10 ans d'intervalle, il y en a peut-être eu d'autres. L'affaire devient de plus en plus complexe, alors qu'au départ, elle semblait être une simple formalité. S'ajoute à l'enquête sur le meurtre de Rory, le mystère qui plane dans le cas de Candice, et la principale préoccupation étant de savoir où se trouve le cadavre. Concernant Rory, ses restes ont été découverts en partie dans les canalisations de l'appartement d'Adam Strong, mais son torse, souvenez-vous, fut trouvé à côté de la jetée du lac Ontario. Les enquêteurs ont leur petite idée quant au moyen qui a permis à l'assassin de déposer ce morceau humain proche de la jetée dans la mesure où Adam possède un bateau de 5 mètres de long. Ainsi, les policiers parviennent à reconstruire au fur et à mesure le procédé du meurtrier. Ils supposent donc que s'il a agi ainsi avec Rory Haché, il a pu faire de même avec Candice Fitzpatrick. Une pression phénoménale est mise sur les épaules du suspect, mais rien n'y fait, il continue soit de garder le silence lorsqu'on le questionne sur Rory, soit affirme ne rien avoir avec la disparition de Candice quand ce sujet est abordé. Alors, après plusieurs mois d'investigation, même si toutes les preuves à charge que les enquêteurs auraient souhaité trouver ne l'ont pas été, ils estiment cependant que la culpabilité d'Adam Strong est suffisamment démontrée pour qu'il soit présenté à un juge. Pourtant, la défense aura des arguments à faire valoir. Le procès d'Adam Strong débute au cours du mois de septembre 2020 pour double homicide volontaire. Effectivement, les deux affaires seront jugées lors d'une même procédure. L'avocat de la défense ayant demandé à ce que le verdict soit rendu par un juge et non un jury populaire. Une requête acceptée à la condition que les deux affaires se déroulent lors d'un seul et unique procès. La volonté de regrouper les affaires de Rory et Candice est logique, dans la mesure où la police n'est pas parvenue à réunir suffisamment d'éléments à charge contre Adam afin d'établir pleinement sa culpabilité dans le meurtre de Candice. L'absence de corps, par ailleurs, augmente encore la difficulté, qui plus est lorsque l'accusé plaide non coupable, malgré un cadavre dans ses canalisations et son congélateur, on le rappelle. Mais la réunion des deux affaires lors du procès pourrait permettre d'établir des liens entre elles et conduire Adam Strong à changer son plaidoyer, ce qui aurait été impossible avec deux procès distincts. Voici la théorie de la police, présentée par l'accusation en audience. Adam, lors de sa garde à vue, a reconnu qu'il savait que Rory vivait dans le coin. Il l'avait déjà vu traverser le Memorial Park à plusieurs reprises. La jeune femme passait à cet endroit régulièrement pour se rendre au centre d'aide sociale. Il savait aussi que Rory se prostituait ponctuellement afin de subvenir à ses besoins. Et les enquêteurs pensent qu'il a utilisé ce prétexte pour l'attirer chez lui. Grâce au positionnement du téléphone portable d'Adam, recueilli par les antennes relais du secteur, il est supposé que ce dernier n'a pas quitté son domicile durant 36 heures d'affilée.
Les enquêteurs pensent donc que c'est le moment pendant lequel Rory se trouvait à l'intérieur du logement, dans lequel seul l'appartement du sous-sol était occupé, la famille Woods n'arrivant que le 24 décembre. Entre-temps, il est aussi découvert qu'Adam Strong est un adepte du BDSM. Des équipements sont retrouvés chez lui et des marques de menottes avaient été relevées sur les restes de Rory. Des contusions présentant nombre sur le visage de la jeune femme montrent qu'elle a reçu plusieurs coups, laissant ainsi penser qu'Adam avait pu satisfaire ses pulsions. Du sang appartenant à la victime est retrouvé sur différents équipements de nature sexuelle, ainsi que sur des murs et un matelas, prouvant, selon la police, que la jeune femme fut tuée de façon violente. Le crâne de Rory est brisé à divers endroits. Un marteau récupéré sur le lieu du crime pourrait être l'arme ayant servi à mettre un terme à la vie de la future maman. L'étage supérieur de la maison étant vacant, Rory aurait pu crier de toutes ses forces, personne n'aurait été capable d'entendre cette détresse et lui venir en aide. Les enquêteurs estiment qu'Adam Strong le savait pertinemment. Cependant, il y a une question qui reste sans réponse. Le meurtrier a-t-il gardé en vie Rory plusieurs heures avant de la tuer, ou bien l'a-t-il tuée d'entrée avant d'entamer le sordide démembrement ? Peu importe, la finalité est similaire. Il y a un meurtre commis par un prédateur des plus dangereux. Le 4 septembre 2017, la localisation du téléphone de l'homme est impossible. Les policiers pensent que c'est ce jour que le meurtrier s'est débarrassé du tronc de sa victime dans le lac Ontario. Après que l'accusation a exposé sa théorie, ainsi que ses preuves, c'est à la défense de tenter de démontrer l'innocence d'Adam Strong dans les meurtres de Rory Haché et Candice Fitzpatrick. Pour la seconde affaire, la démonstration sera expéditive. Il n'y a pas de cadavre, donc il n'y a pas de preuves suffisamment solides pour démontrer le meurtre, et l'ADN découvert sur le couteau de chasse n'y change rien. Concernant Rory, il n'y aurait eu aucun meurtre. Adam reconnaît qu'il a bien proposé de l'argent à la jeune femme en échange de faveurs sexuelles impliquant son fétichisme. Il affirme même la connaître, puisque ce n'était pas la première fois qu'il l'a sollicitée pour ce genre de service, et à chaque fois, elle a toujours accepté de son plein gré puis est repartie de la maison saine et sauve. Mais surtout, des traces de méthamphétamine sont découvertes dans le corps de Rory suite aux analyses de l'autopsie. La jeune femme étant une consommatrice, ce résultat est peu surprenant. Seulement, dans la mesure où il est impossible de démontrer que les blessures au niveau du crâne ont été commises avant ou après la mort de Rory, la défense indique que la cause du décès ce ne sont pas les coups portés à la tête, mais une surconsommation de produits stupéfiants. Les fractures sur le crâne seraient le résultat d'une chute. En aucun cas, Adam Strong n'aurait causé la mort de la jeune femme. Le démembrement, quant à lui, est justifié par la crainte de l'homme d'être accusé de meurtre. Il aurait donc découpé en partie le corps de Rory, placé dans le congélateur certains morceaux, avant de se débarrasser du tronc dans le lac. Ensuite, après que plusieurs mois se soient écoulés, il aurait pris la décision de ne plus conserver les restes humains qui prenaient, selon lui, trop de place dans le congélateur, essayant de les faire disparaître par les toilettes. Il avait planifié de se débarrasser des eaux dans le lac, mais le problème lié aux canalisations l'en aurait empêché. Adam Strong regrette, non pas d'avoir horriblement découpé le corps de cette jeune femme, mais de n'avoir pas été assez efficace pour évacuer la chair de Rory par les toilettes sans boucher les tuyaux, conduisant à son arrestation. Il se dit aussi choqué que le torse de Rory est flotté, alors qu'il s'attendait à ce qu'il coule, parce que c'est ce qu'il se passe normalement. Il termine en disant qu'il se sent mal parce qu'il s'est fait attraper. Toute cette histoire n'aurait pas dû se produire d'après lui. Un discours totalement déconnecté, mais qui devrait aider le juge à trancher quant à la culpabilité de cette immonde personne. Au bout de la procédure, Adam Strong est reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Rory Haché. La sentence prononcée pour ce crime est 25 ans d'emprisonnement. S'agissant de l'affaire de Candice Fitzpatrick, l'absence de corps empêche l'homicide volontaire d'être retenu. C'est donc pour homicide involontaire qu'Adam Strong sera reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement de 18 ans, purgée simultanément avec la précédente. Cet homme est à l'évidence un dangereux prédateur qui fut, au final, appréhendé totalement par hasard.
S'il n'avait pas bouché les conduits lorsque la famille Wood est arrivée dans le logement, personne n'aurait jamais résolu le meurtre de Rory Haché. Et pourtant, toute cette histoire n'est pas terminée. En novembre 2021, Adam Strong, alors incarcéré, décide de revenir sur le cas de Candice Fitzpatrick et de parler. Il avoue le meurtre de cette jeune femme, puis donne la localisation précise de l'endroit où ses restes pourront être trouvés, dans une zone boisée non loin d'Oshawa. Bien sûr, connaissant le personnage, doutant de sa parole, et pensant qu'il s'agit d'un stratagème pour attirer la lumière sur lui, les policiers ne bougeront qu'à condition qu'il les amène lui-même à l'endroit qu'il indique, ce qu'il accepte de faire. Des restes humains sont effectivement retrouvés, et il s'agit bien de ceux appartenant à Candice, confirmant ainsi un second meurtre. Cependant, ayant été déjà jugé pour ce cas, il n'y aura pas de nouvelle procédure. En revanche, la police essaye de faire le recoupement entre le tueur et d'autres affaires de disparition auxquelles il serait potentiellement mêlé. 10 ans séparent les meurtres de Rory et Candice, des victimes supplémentaires auraient pu croiser la route de ce prédateur dans ce laps de temps. En 2022, d'ailleurs, alors que des travaux sont réalisés dans le sous-sol de la maison au 19 Macmillan Drive, des vêtements suspects sont découverts. Des investigations sont toujours en cours et il se pourrait bien que la police ait placé derrière les barreaux un tueur en série. S'il devait y avoir une évolution sur ce point, je vous ferai bien entendu une mise à jour. Et cette affaire prouve que les tueurs en série ne se font pas tous forcément attraper. Certains traversant la vie en prenant de nombreux autres tout du long de leur existence sans jamais être punis pour ces crimes. Voici pour cette affaire, si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.